Bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image que je ne vois pas est bonne? J'adore. Toujours le grand casse-tête des... Ah yes, c'est tout bon. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent. Ça va changer un peu. On change de cycle, nouveau mois, nouveau cycle. À chaque fois. Donc là, on va parler d'argent. J'ai intitulé ce cycle Osons l'argent. Puis je vais vous le proposer sous un format un petit peu différent de ce qu'il y a eu le mois dernier. C'est pas juste moi qui vais vous expliquer les choses. J'aurai des invités, différents invités de différents âges, pour vous expliquer comment établir une relation à l'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai eu envie de vous faire passer sur ce cycle? Si je commence à bégayer tout de suite, ça va très bien. J'ai eu envie de vous faire passer que l'argent, c'est le moyen qu'a choisi l'être humain pour lui faire endosser le rôle d'un besoin émotionnel. Et j'ai eu envie de détacher, enfin de vous amener à détacher finalement l'argent au côté émotionnel qu'on lui accorde à tout ce qu'on va pouvoir lui amener qui au final ne sert à rien. Donc, j'ai une petite question. Alors, je suis d'accord que mon titre est un petit peu provocateur avec Osons l'argent. Et je vais continuer dans la provocation. Et si votre compte en banque n'était au final que le reflet actuel de vos actions passées, est-ce que vous changeriez votre manière d'agir dès aujourd'hui? Très belle question, n'est-ce pas? Alors, j'entends souvent dans mes clients, je m'imagine que vous aussi, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, c'est l'expression d'un manque. C'est pas l'expression de quelqu'un qui veut grandir. J'ai pas d'argent. Alors, comme dirait Biba Pedron, j'ai pas d'argent pour le moment. C'est l'expression de quelqu'un qui veut évoluer, mais je n'ai pas d'argent tout court. C'est l'expression d'un manque. Par les temps qui courent, je l'entends souvent en ce moment-là, par les temps qui courent, je préfère économiser, ça me sécurise, d'accord. Donc l'argent, c'est un agent de sécurité, c'est bon à savoir. J'entends également, mais je peux pas investir des milliers d'euros dans un accompagnement pour aller mieux, t'imagines? Là, c'est de l'argent sanction, c'est-à-dire qu'on n'investit pas parce qu'on ne s'autorise pas. Et pire que ça, on se prive d'évoluer. Donc, des exemples comme ça, je pourrais encore vous en donner pendant des kilomètres. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans les commentaires, d'ailleurs, c'est fait pour ça. Voilà, donc des petites phrases qui transcrivent des manques, des besoins mal qualifiés. J'en entends plein à chaque fois que je fais des interviews de qualification pour mes programmes. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous arriviez à identifier déjà ces petites phrases parce qu'elles sont absolument pas salvatrices et puis surtout, elles vont donner un pouvoir à l'argent sur votre vie. Et surtout, elles transcrivent d'une chose, c'est que vous avez donné le pouvoir, vous l'avez délégué à l'argent. Souvent d'ailleurs sans vous en rendre compte. Donc c'est l'argent qui va finalement décider de votre valeur puisque vous allez indexer votre valeur intrinsèque à votre niveau financier ou à ce que vous avez sur votre compte en banque. C'est l'argent entre guillemets degré de sécurité. Il va vous assurer le degré de sécurité dans lequel vous vivez et donc il va vous amener ou pas de la sérénité. Il va dans ce contexte, il va vous autoriser ou pas à investir sur vous ou non. Vous voyez, il va endosser différents rôles qui ne sont d'un point de vue humain absolument pas sains parce que dans ces cas-là, vous devenez son esclave. Alors, ce matin, c'est marrant parce que quand je préparais le live, il y a le monde qui s'extasiait sur le fait qu'il y ait 4,7% de Français millionnaires. D'ailleurs, juste pour info, il y a 2 ans, il y en avait 5,1%. Et du coup, ça m'a fait m'interroger sur 2 plans. Déjà, pourquoi les gens acceptent-ils leur mal-être face à l'argent avec autant de résignation? Est-ce qu'il n'y a pas dans la façon de se lever le matin pour aller travailler, pour aller gagner de l'argent, tout en se plaignant, est-ce qu'il n'y a pas déjà un signe de résignation et puis surtout un manque, alors j'ai pas envie de dire de réflexion parce que c'est pas très gentil, mais
un manque de projection ou justement une délégation ou une sorte d'assistanat qu'on a trouvé dans l'argent. La deuxième question que ça m'a soulevé, c'est pourquoi, au lieu de se demander, comme le feraient les Américains, comment ces 4,7% de Français ont réussi, ben, la plupart vont aller déverser leur haine en commentaires, en critiques, sur la réussite des autres et compagnie. Alors, avant que vous me posiez la question, je vais y répondre. Pourquoi je m'intéresse à ces chiffres et pourquoi je les connais? Parce qu'il y a 2 ans, j'étais dans les 5,1 et que aujourd'hui, je suis toujours dans les 4,7. Voilà, alors je sais que ça va me valoir des tas de commentaires négatifs. C'est pas une question de me vanter, c'est juste une question de vous dire qu'à partir du moment où on désacralise la relation à l'argent, où on va couper, mais après ça m'empêche pas de faire des bêtises, hein. Si on coupe le rapport émotionnel, on réfléchit différemment et du coup on ose plus de choses, on se permet plus de choses parce qu'on a compris une chose, c'est que l'argent il est pas là pour qu'on soit à son service, mais il est là pour être à notre service. Et ça fait une énorme différence. L'argent, c'est pas une question de compétence, c'est pas une question de moyens, c'est encore moins une question de niveau, je vous raconterai une histoire tout à l'heure, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Donc, et ça, quand vous l'avez saisi, compris, ça va être le premier acte au final de votre ascension sociale. Et c'est vraiment typiquement l'objectif de ces 4 lives. J'ai essayé de trouver vraiment aussi des intervenants qui vont vous apporter des choses parce que sur l'un des 2 intervenants, il y a quelqu'un qui a fait un vrai switch financier et c'est quelque chose de dément. Je lisais récemment, vous me permettez, je vais lire mon texte en même temps. Alors, c'est un ancien banquier qui aujourd'hui fait de la formation, enfin pas banquier, trader, qui aujourd'hui fait de la formation en trading, qui s'appelle Charles D. Ripper. J'espère que je n'ai pas écorché son nom, d'autant qu'il est hyper misogyne. Donc, si j'écorche son nom, je vais en prendre plein la tête. Donc, il disait, j'ai pendant 20 ans fait l'erreur de regarder le potentiel des gens au lieu de leurs résultats immédiats. Un jour, j'ai compris que le monde était parfait, le reflet exact de chaque action de la vie présente et des vies passées. La sélection n'a rien d'impitoyable, juste du réalisme. De toute façon, vous avez ces coordonnées dans le résumé qu'il y aura au-dessus. Pourquoi j'ai retenu cette phrase? Parce que déjà, elle exprime cruellement et terriblement ce que je pense, qu'elle est par ailleurs terriblement vraie, c'est-à-dire que la capacité à faire de l'argent n'a strictement rien à voir avec la capacité, enfin votre capacité, votre potentiel. Il y a des gens qui ont des super potentiels, qui sont incapables de faire un centime, et il y a des gens qui ont des métiers, je vais vous raconter l'histoire d'un balayeur, qui sont capables de faire des millions. Donc ça n'a strictement rien à voir avec l'éducation ou avec le potentiel que vous pouvez dégager. Cela pour dire que si vous voulez faire partie des 4,7% de la planète qui sont millionnaires aujourd'hui, il va peut-être falloir adopter un autre état d'esprit. Parce que l'argent, c'est 2 choses. C'est savoir le gagner, certes, sans être son esclave. Et la deuxième chose, c'est savoir le gérer pour pouvoir le garder. Et c'est la partie, entre guillemets, on va dire, la plus sensible, puisque vous le voyez, vous avez déjà entendu que quand les gens gagnent au loto, très souvent, ils se retrouvaient à sec. Dans les 10 ans qui suivaient, parce qu'au final, ils n'ont pas cette mentalité de l'argent. Et c'est une façon de gérer. On gère, très récemment, on m'a dit à juste titre, on gère 100 € comme on gère 1 million, et oui, c'est tout à fait vrai. De là, si vous voulez pas être en mode, comme je dis, chien qui se mord la queue, il va falloir sortir du mode asservissement, et il va falloir pousser vos limites par rapport à l'argent de manière aussi peut-être à vous mettre un petit peu en danger, mais dans un danger qui est sain, qui va être celui de pousser vos limites pour pouvoir vous développer. Donc, comme je le répète souvent donc à mes clients, vous l'aurez compris, l'argent c'est avant tout un état d'esprit qui va nous porter à agir, non pas pour en avoir plus, parce que là on est dans une relation d'esclavage, mais au contraire pour accroître notre niveau de vie, voire pour atteindre le niveau auquel vous aspirez et auquel vous rêvez le soir, la tête sur votre oreiller. Donc, qu'est-ce qu'on fait chaque jour pour grandir et atteindre notre rêve? Donc, aujourd'hui, si je vous pose la question, vous allez me dire, je fais rien, je me contente de rêver. Et puis le matin, je me lève pour aller gagner mes sous, les sous qui serviront à nourrir ma famille. Attention, il n'y a pas de critique. On a bien besoin d'argent aussi pour nourrir notre famille, pour payer les factures et compagnie.
Mais vous entendez bien que quand je vous dis je me lève le matin pour aller gagner de l'argent, vous vous levez pas pour vous, vous vous levez pour l'argent. Donc on reste dans cette espèce de cercle vicieux où au final vous êtes esclave. Donc dans l'absolu, vous devriez vous lever pourquoi? Dans l'absolu, vous devriez vous lever pour atteindre votre grand pourquoi. Et puis pour nourrir les tas de petits pourquoi qui vont former votre grand pourquoi. Ça, je vous renvoie au cycle précédent où on a disséqué tout ce qui était besoin et compagnie. Donc, quand vous vous levez le matin, vous vous levez pour remplir vos besoins, mais attention, je ne parle pas des besoins primaires. Parce que si aujourd'hui vous en êtes toujours à nourrir vos besoins primaires, que sont les besoins physiologiques de base, plus les besoins de sécurité, c'est très certainement que vous manquez d'une très bonne motivation le matin pour impulser l'énergie qu'il faut à votre journée. L'argent, j'ai envie de vous dire que c'est un voyage vers vous-même. Si on prend un voyage, quand vous décidez de partir en vacances, vous ne prenez pas votre billet d'avion avant d'avoir défini là où vous alliez, ce que vous alliez faire, si le coin vous plaisait, bon, mis à part si vous connaissez, mais en général, dans la logique, on commence par se dire ok, je vais aller à tel endroit, je vais regarder ce que je peux y faire, et puis après, je vais prendre mes billets d'avion. Là, ça devrait être un peu pareil. Le matin, vous devriez, quand vous vous levez, non pas vous dire que vous allez au boulot pour gagner de l'argent, mais vous demander ce que vous voulez véritablement dans votre vie. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me rapprocher de mon rêve? Après, tout le reste, c'est des excuses. Et je vais reprendre mon expression de tout à l'heure qui n'était pas très heureuse, mais c'est un manque de réflexion. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas de réfléchir autrement. Et ça, j'en croise beaucoup, hein. On veut de l'argent, ben oui, mais l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est pas un besoin. Et bizarrement, c'est jamais une motivation suffisante. Donc, quand vous avez compris et intégré que vous n'êtes pas au service de l'argent et que surtout, l'argent, c'est pas le reflet de ce que vous êtes, de votre valeur intrinsèque, mais qu'au contraire, il faut qu'il soit à votre service et qu'il ne va finalement que faire que refléter vos actions, bah vous allez lâcher prise et c'est en général à ce moment-là que la richesse, elle pointe le bout de son nez. Alors certains vont me dire, ouais, alors moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Est-ce que tu as vraiment fait ci? Est-ce que tu as vraiment fait ça? Est-ce que tu as fait tes investissements en pleine confiance, en laissant gérer... Alors, je ne vais pas dire sans me poser de questions, parce que bien sûr qu'on les suit toujours, les investissements. Mais j'ai envie de dire en confiance. C'est-à-dire que quand vous remettez l'argent à quelqu'un, pour qu'il le fasse fructifier, oui, il y a peut-être des hauts, il y a peut-être des bas. Hein. En général, c'est indexé sur la bourse. Hein. Quand vous achetez un immeuble, s'il y a un pépin juste à côté, il se dévalorise. Mais peut-être qu'en attendant, il va se revaloriser. Voilà, c'est toujours les aléas à prendre en compte, hein, et sur lesquels on n'a pas la main. Mais si vous le faites en confiance, en général, déjà, ça se passe mieux. Pour ceux qui ne veulent pas croire que c'est un état d'esprit, j'ai envie de vous inviter à aller vous pencher sur l'histoire de Ronald Read, qui était un technicien de surface, donc un balayeur, quoi, homme de ménage, qui a économisé toute sa vie et qui, à son décès, a laissé plus de 8 millions de dollars à ses enfants. Donc, je vous invite à prendre conscience au final que ça n'a rien à voir avec le potentiel intellectuel ou avec la capacité. Il y a des ingénieurs qui n'ont pas un sou sur leur compte, hein, et vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas fait d'études et qui ont quand même, enfin, c'est pas quand même, c'est qui ont compris comment s'articuler l'argent. Donc, partant de là, comment on va changer? Parce que j'imagine que c'est la question que vous avez envie de me poser. Pardon. La première étape, ça va consister à arrêter, comme je viens de vous le dire, d'arrêter d'agir pour avoir de l'argent. On retombe sur mon fameux triptyque de la semaine dernière où on ne fait pas pour avoir et être, mais où on est pour avoir, mais entre les deux, ça passe par la valeur et on fait. Et c'est cette action, enfin c'est le fait d'être qui va déterminer l'action et l'action qui va déterminer le résultat. Le résultat, c'est satisfaire votre besoin. Et s'il doit y avoir de l'argent dans la boucle, il y a de l'argent qui arrivera, j'ai envie de dire presque naturellement. Et donc vous allez commencer, du coup, si vous arrêtez de travailler pour avoir de l'argent, vous allez adopter le mécanisme suivant qui est de faire travailler votre argent pour vous, pour qu'il soit à votre service, à celui de votre vie. C'est un changement de paradigme qui va vous ouvrir des portes.
on va dire c'était comme dans les châteaux, hein, c'était des portes dissimulées. Alors c'est pas vraiment des secrets, hein, tout le monde le sait qu'à partir du moment où on lâche prise sur quelque chose, cette chose-là arrive beaucoup plus facilement. Hein, c'est le fameux suivez-moi et je vous fuis ou fuyez-moi et je vous suis. L'argent fonctionne exactement de la même manière. C'est une énergie, donc on y reviendra au cours du cycle. Voilà, donc du coup, vous allez passer d'une relation d'esclave à une relation de maître. Ça va vous demander un véritable effort parce que ça veut dire qu'ici, il va falloir que vous arriviez à dépouiller l'argent de tous les super pouvoirs que vous lui avez prêtés. C'est-à-dire que l'argent qui vous donne confiance, l'argent qui vous donne de la sécurité, l'argent... Alors pour ça, je vais vous donner des petites astuces. Je me suis aperçue quand j'accompagne mes clients, et souvent lors des entretiens d'ailleurs de sélection, que majoritairement, j'ai des clients qui savent très précisément ce qu'ils ont sur leur compte en banque. Mais ils sont incapables de me dire de combien ils ont besoin par mois pour vivre. C'est-à-dire, quand j'entends pour vivre, c'est qu'est-ce qu'il vous faut pour manger, qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir un toit au-dessus de votre tête, hein, qu'est-ce qu'il vous faut pour payer les factures et contributions obligatoires. Et manger, je vous l'ai dit. Voilà, ça c'est la base. Je dis, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous chauffer, vous avez besoin d'avoir un toit sur votre tête et éventuellement de payer toutes les cotisations qu'on peut vous demander en France. Donc, combien il vous faut au centime près pour ça? Souvent, les gens pensent qu'il leur faut beaucoup plus que ce qu'il ne faut en réalité. Bon, alors je suis d'accord qu'aujourd'hui, il y a une variable qui rentre, qui est l'électricité, qu'on n'avait pas il y a 2 ans ou 3 ans. Mais hors de ça, est-ce que vous connaissiez votre budget à la virgule près? Il y a une autre question que j'aime bien poser aussi, parce qu'en général, il n'y a pas de réponse, hein, c'est quelle somme pourriez-vous allouer à votre rêve et surtout quel est le prix de ce rêve? Parce que j'ai des gens qui arrivent en me disant « Ah là, mais j'ai envie d'avoir ça, mais... je veux dire un truc tout bête, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. » Ouais. Mais il faudrait que j'ai un apport de temps. Moi, j'ai toujours acheté mes appartes sans apport. Je me suis toujours pointée et j'ai même réussi à en acheter un en étant en CDD. En CDD, oui, c'est ça. Donc, vous voyez que c'est vraiment une question de mentalité, de comment vous allez présenter et amener les choses. La banque m'a suivi à l'époque. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être parce que j'avais 23 ans et que j'étais pleine d'entrain et que je savais ce que je voulais. Peut-être tout simplement. Bon, à l'époque, ils étaient peut-être un peu plus souples aussi, mais bon. Le but, donc, c'est de vous amener à réfléchir autrement, puis surtout à poser des chiffres, à chiffrer les choses. Vous allez voir que souvent, vous faites une montagne de votre rêve, que vous lui avez attribué un coût exorbitant, le coût inatteignable pour vous, et puis qu'au final, quand vous commencez à calculer, puis à répartir sur le nombre d'années qu'il vous faudrait pour l'atteindre, en général, on calcule sur 5 ans, ben vous allez voir qu'il est beaucoup plus accessible, votre rêve. Autre chose, quand on parle, quand je vous disais tout à l'heure que souvent les gens savent exactement ce qu'il y a comme argent sur leur compte, il y a une chose qu'il faut s'apercevoir, c'est de l'argent qui dort, et surtout en période d'inflation, bah décidément je bégaye aujourd'hui, c'est de l'argent qui chaque jour perd de sa valeur. Donc votre argent, si vous n'en faites rien, si vous le laissez dormir sur votre compte, hein, c'est pas avec les intérêts magistraux que nous laisse l'État français sur les PEL et compagnie, les livrets A et tout, cet argent-là, il va perdre petit à petit, il va perdre de sa valeur. Donc au final, là où vous aviez peut-être 3 000 €, bah, dans 2 mois, dans 3 mois, vous aurez l'équivalent en achat, vous aurez toujours 3 000 €. Mais avec 3 000 €, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Là où avant vous pouviez acheter, je sais pas, pour 3 €, on va dire une baguette de pain, un café, avec 3 € aujourd'hui, vous achetez quoi? Alors je vous avoue, je suis un peu déconnectée de la France, ça fait 6 mois que je suis rentrée à Maurice, du coup j'ai un peu perdu, déjà j'ai pas réussi à m'y refaire pendant 2 ans, j'ai regardé mes pièces comme si j'étais étrangère, c'était très drôle. Donc voilà, donc vous vous laissez finalement asservir par quelque chose qui perd de sa valeur et qui s'étiole au fur et à mesure du temps. Alors, le premier conseil que j'ai envie de vous donner pour pouvoir faire ce changement de paradigme, c'est où est-ce que j'en suis et où est-ce que je veux aller. Le deuxième, que les gens négligent beaucoup trop souvent, c'est qu'il faut souvent investir sur soi pour évoluer. C'est souvent la première étape pour arriver à faire un changement de paradigme. C'est demandez-vous combien vous dépensez pour vous, pour votre développement. On parle pas de fringues, on parle pas de maquillage, de voiture ni de loisirs, hein, on parle vraiment
Qu'est-ce que j'investis en termes de formation, en termes de livres de développement, en termes de, je sais pas, de club, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais de l'investissement qui va vous faire croître, qui va vous tirer vers le haut en tant qu'être humain ou en tant que professionnel. Parce que ça va vous amener quelque chose. À partir du moment où vous faites régulièrement des formations, où vous êtes régulièrement avec des gens qui ont l'habitude de gagner plus, ça va vous tirer vers le haut. Et en vous tirant vers le haut, ça va vous permettre de modifier votre regard. Là où vous aviez un regard qui était, j'ai envie de dire, entre deux œillères de chevaux, comme un cheval, là, vous allez avoir un regard qui va s'élargir et puis vous allez finir par arriver à prendre de la hauteur et à regarder les choses d'en haut. Et à partir du moment où on arrive à regarder les choses d'en haut, vous apercevez qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas si graves qu'elles ont l'air. Et ça vous permet surtout d'avoir un regard sur vous-même et puis de savoir à quel moment c'est votre ego qui parle et votre peur donc, ou un besoin mal énoncé, et à quel moment c'est votre intuition, à quel moment, mais challengez là aussi votre intuition, à quel moment vous allez vous écouter votre cœur et puis finalement prendre des bonnes décisions pour vous. La troisième question que j'ai envie de vous poser, et là c'est pareil, prenez un cahier et écrivez-le, combien vous coûte votre inaction dans votre vie? Qu'est-ce que j'appelle l'inaction? C'est-à-dire toutes les fois où vous avez envie de, mais où vous ne passez pas à l'action. Parce que vous ne méritez pas, ou parce que vous avez peur de manquer d'argent, ou parce qu'il va y avoir des impôts à payer à la fin du mois et qu'il faut créditer. On va prendre un exemple tout bête. Si on pense en termes d'emploi, est-ce que, puisqu'on va partir du cas où quelqu'un fait un boulot alimentaire, il arrive donc le matin pas très motivé parce qu'il est là juste pour gagner de l'argent, il n'est pas là pour atteindre ses rêves, il est là pour gagner de l'argent qui va servir à payer les factures. Donc vous manquez d'entrain, vous manquez de motivation, vous manquez de très certainement également j'ai pas envie de dire de sociabilisation, mais de contacts qui vont permettre d'avoir quelque chose de fluide avec les autres. Donc ça va vous coûter quoi? Ça va peut-être vous coûter une promotion. Votre promotion, elle vous aura donc coûté ce qu'on appelle un impôt confiance, mais ça je vous renvoie sur une formation que j'ai faite l'année dernière sur la confiance, qui va être à verser. Et puis vous allez perdre en avantage, puisque j'imagine que la promotion ce sera accompagnée d'une hausse de salaire. Donc j'aimerais que vous arriviez à me chiffrer, alors soit en termes d'action, soit en termes vraiment de chiffres, soit en termes de pertes que vous avez pu constater, parce que souvent on s'en aperçoit après. On se dit ah mais si j'avais su j'aurais. Ben oui mais non, il faut pas se dire ça après, il faut agir sur le moment. Votre mal-être vous coûte combien chaque jour? Qu'est-ce qui vous empêche de faire? Quelles sont les opportunités que vous allez louper à cause de lui? Combien d'énergie il vous consume? C'est-à-dire est-ce que le matin, quand vous vous levez, moi, le matin, je me lève à 6 heures. Et je me lève pas à 6 heures parce que le réveil sonne. Je me lève à 6 heures parce que j'ai envie de me lever. Parce que si je me lève à 6 heures, j'ai le temps d'aller marcher 2 heures au bord de la plage. Ça me fait me mettre au boulot vers 9h30, 10h. J'ai le temps de faire ce que je veux. Après, j'ai 1 heure que je consacre au français de mes enfants et puis 1 heure à autre chose. Et après, si la journée, entre guillemets, s'est bien déroulée, j'ai du temps pour jouer avec eux avant de me remettre encore 2 heures ou 3 heures au boulot après. Voilà le déroulement de ma journée. Ma journée, j'ai envie de la vivre. Et comme j'ai envie de la vivre, j'ai envie de me lever. Et donc, comme j'ai envie de la vivre et que j'ai envie de me lever, mon cerveau, il va me réveiller toute seule. Ça fait je sais pas, j'ai dû mettre le dernier réveil, je devais avoir 25 ans, je pense. Si je le mets quand j'ai un avion à prendre, mais sinon je ne mets absolument jamais de réveil parce que j'ai pas besoin d'un réveil, je suis motivée pour me lever. Voilà, donc demandez-vous en termes d'opportunités manquées, d'opportunités gâchées, ce que vous a coûté votre peur de perdre l'argent. Moi, il y a un propos que j'adore, c'est celui de Christian Junot qui explique pour les gens qui se disent que l'argent les sécurise, que de l'argent c'est la sécurité, qui leur dit souvent, vous prenez un sac, vous le remplissez de toutes vos économies et vous allez vous balader dans un quartier sensible. Ah ouais, super qualité pour s'apercevoir que finalement, l'argent, il vous protège absolument rien. Si vous avez 3, 10 ou 20 000 euros dans votre sac et que vous allez vous balader dans un quartier chaud, je peux vous jurer que vous ne vous sentirez pas en sécurité. Voilà, donc
c'est ce regard-là qu'il faut métamorphoser. Il faut vraiment, comme je vous dis, arriver à dépouiller l'argent de toute émotion. L'argent, encore une fois, c'est un moyen, au même titre qu'une voiture pour aller faire des courses, qu'un stylo pour écrire, qu'une bouteille d'eau pour boire. Enfin, c'est vraiment un moyen. Faut vraiment le déshabiller de tout ce qu'on a pu lui mettre. Parce qu'au final, à trop l'habiller, on en est devenu son esclave. Et là, on l'a vu ces derniers temps. Parce que sur quoi les gouvernements, tous les gouvernements ont appuyé, c'est l'argent. Ils ont fait plier des peuples complets en appuyant sur un seul bouton, l'argent. Voilà. Alors après, c'est pas une question de juger qui l'a fait ou qui l'a pas fait, qui t'est étalé. Non, c'est pas la question. La question, c'est vraiment de se dire, rendez-vous compte de ce qu'on peut obtenir des gens à partir du moment où on arrive à stigmatiser un élément de leur vie et à mettre tellement d'émotionnel dessus qu'au final les gens se disent qu'ils ne peuvent pas faire sans. Si on peut faire sans, on fait différemment. Et souvent d'ailleurs quand on se dit qu'on peut faire sans, c'est là qu'il rentre, qui revient. Voilà. Alors je vais pas vous donner de conseils financiers parce que c'est pas le but de cette vidéo et puis de toute façon je suis très mal placée pour en parler. Par contre, je peux vous partager mon expérience. Moi, j'ai acheté mon premier appartement, j'avais 23 ans. J'étais en CDD. Et pire que ça, j'ai démissionné de mon CDD le lendemain de l'obtention de mon prêt parce que je voulais me mettre à mon compte. Tout ça, c'était bien clair dans ma tête, même si je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Que démissionnant, forcément, j'avais le droit à rien. Et alors, ma mère hurlait, mon père était mort de rire. Et donc, j'avais un prêt d'appartement sur le dos et quelques économies quand même, mais pas trop parce que j'avais aménagé mon appartement. Donc, à partir du moment où vous êtes dans cette situation-là, qu'est-ce que je fais pour vivre et surtout comment je fais pour aller vers mon rêve? Pourquoi j'ai investi dans l'immobilier? Parce que j'en ai racheté un grand nombre derrière, on va dire. Mon objectif, c'était à l'époque de protéger un capital, d'avoir au moins un capital qui soit empierré, on va dire, et de faire payer le prêt au final par le locataire. C'est-à-dire que la plupart de mes apparts ont été payés par les locataires à l'heure actuelle. Alors c'est pas méchant pour eux, c'est juste un contrat entre un bailleur et un locataire. Et ça a été juste ma manière de gérer les choses. Bon, il se trouve que la conjoncture faisant, investir dans l'immobilier, c'est de moins en moins intéressant parce qu'on a des taxes qui sont tellement élevées en tant que propriétaire en France qu'au final, on est rapidement pris à la gorge, c'est assez difficile de dégager du cash. Autre chose que je me suis toujours attachée à faire, parce que quand je vous disais l'argent, il faut le gagner, mais il faut aussi le gérer, c'est pas parce que j'avais investi et que j'avais un prêt sur les immobiliers que j'ai arrêté de suivre ce qui se passait. C'est-à-dire que trimestriellement, je regarde où on est, où on est la bourse et où on est le taux d'intérêt. Et il y a une chose, alors mon banquier me déteste pour ça, c'est que je ferai très régulièrement réviser l'ensemble de mes prêts. Alors déjà, j'ai que des prêts à très court terme, c'est-à-dire 12 ou maximum 15 ans. J'ai pas de prêt sur 20 ans parce que après on paye plus d'intérêt, on paye un taux d'intérêt qui est disproportionné par rapport au montant prêté. Donc j'ai que des prêts qui sont sur 12 ou 15 ans parce que ça reste un prorata qui est raisonnable, mais surtout à chaque fois que les intérêts plongent, j'exige de la banque qu'elle révise mes prêts. Alors sur le dernier, il avait essayé de me bloquer en mettant un prêt qui n'était pas révisable, mais manque de peau, je m'en suis aperçue en le relisant et mon notaire l'a confirmé quand il a relu. Du coup, on a refait changer le prêt pour avoir une offre qui soit modifiable. Sur le dernier prêt, par exemple, que j'ai fait réviser en 2018, j'ai gagné 23 000 €. Donc voilà, c'est une manière également de gagner de l'argent. Alors l'immobilier chez moi, ça a un côté très rassurant et puis surtout, ça a un côté d'accroche. J'ai besoin d'avoir un pied-à-terre, j'ai horreur des hôtels et j'ai besoin d'avoir un pied-à-terre aux endroits où je reviens régulièrement, même si je ne peux pas occuper ce pied-à-terre continuellement et qu'il est loué en partie. Voilà, après ça c'est juste dans ma tête, mais je le sais. Donc je compense autrement par d'autres choses. Ça constitue pas un frein, on va dire. Je sais que le jour où il faut que je loue le bien à temps complet, je le louerai à temps complet. Voilà. Donc, suite à tout ce qui s'est passé ces derniers temps,
on a perdu confiance en la banque. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Là aussi, on a changé de paradigme. Je m'étais rarement intéressée à la bourse, hormis pour les taux d'intérêt. Du coup, je me suis intéressée aux sociétés françaises qui avaient des actions qui existaient depuis très longtemps et qui avaient des actions qui finalement se tenaient. Et là, pareil, on a investi une petite somme. Alors, le tout après, c'est d'y aller avec, on va dire, votre conviction, vos fonds, ce que vous avez, sans prendre de risques. Enfin, si, en prenant un petit risque, mais en prenant ce que j'appelle un risque contrôlé, c'est-à-dire que vous avez une possibilité de sortir l'argent sans trop en perdre. Vous avez l'opportunité également de régénérer de l'argent par un autre biais. Par exemple, quand on investit dans des actions, on va pouvoir gagner des dividendes, ou si les actions grimpent, on peut revendre aussi. Bon, on perd les dividendes, mais on peut revendre les actions. Voilà, et essayez de réfléchir, de voir ce que vous pouvez faire de cet argent qui dort sur votre compte. Vous pouvez très certainement en faire autre chose qui ne vous sécurisera pas au titre où j'ai 3000 € sur mon compte et je sais qu'ils bougent pas, qu'ils sont là, mais de vous dire que vous avez une somme d'argent qui est investie, qui vous appartient, que vous pouvez retirer à tout moment, et que, en regardant une fois, je sais pas, pour les actions, je regarde une fois par mois à peu près pour voir où on est le cours, et une fois par mois, je me dis, ah bah tiens, chouette, je me suis enrichie, là elles ont augmenté de 50%, elles sont envolées d'un coup. Je me suis dit, ah bah chouette, j'ai investi 1500, aujourd'hui j'ai 750 € de plus. Si je revendais à l'heure actuelle, on est bien d'accord. Ce qui n'est pas le cas, puisque je vais attendre les dividendes, voir ce que ça donne. Puis après, je prendrai une décision sur ce que j'en fais. Voilà. Mais du coup, il y a un changement de paradigme dans votre tête. Hein. Vous commencez à faire travailler l'argent. Et ce qu'il faut penser, c'est que de l'argent, il y a des placements intéressants. Vous avez des taux cumulés, c'est-à-dire que l'argent que vous gagnez se remet sur votre compte et finalement on fait fructifier ce qu'il y a sur votre compte. Donc c'est ce qui va vous amener, c'est ce qu'a fait Ronald Reid, et c'est ce qui va vous amener finalement à faire travailler l'argent pour vous. Et je vous jure que le matin, quand vous vous réveillez, parce que du coup on a fait d'autres placements, quand vous vous réveillez le matin puis que vous vous dites, oh bah tiens, pendant que je dormais j'ai gagné 40 €, 80 €, bah ça fait du bien. On se réveille mieux. Voilà. Tout ça, ça va vous permettre quoi? Tout changement va vous permettre un détachement. Ce détachement va vous permettre de générer de l'argent un peu plus facilement qu'il serait bon de réinvestir dans votre développement. Parce que votre développement, il va vous offrir quoi? Il va vous offrir l'accès au spirituel. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre l'argent et le spirituel? Ben, il se trouve que quand vous vous levez uniquement le matin pour aller gagner de l'argent, vous restez très ancré dans ce qui est matériel. Il n'y a pas de spiritualité quand on a peur de crever de faim. Quand on est au niveau des besoins primaires et on va dire même de la deuxième étage du deuxième étage de la pyramide de Maslow, il n'y a pas de il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de comment je vous dirais ça? Il n'y a pas de spiritualité parce qu'il n'y a que de l'ancrage terrestre où vous êtes en train de galérer pour essayer de finir votre mois, où vous êtes constamment dans la peur, où vous êtes constamment dans le mal-être parce que tout ce que vous le faites sous le coup de l'injonction « il faut ». Et tant que vous entretenez ces injonctions « il faut », il n'y a pas d'élévation spirituelle parce que tout ce qui est peur, tout ce qui est manque, tout ce qui va symboliser finalement l'inverse de ce que vous aspirez à avoir, ben tout ça, ça vous tire vers le bas et ça vous éloigne de toute cette dimension spirituelle. Alors attention, quand je parle de spirituel, je parle pas de religion, je parle juste d'une ouverture d'esprit à autre chose qui va vous permettre de prendre un recul et de voir les choses sur un plan supérieur. Ça va vous permettre également, à partir du moment où vous êtes libéré de l'aspect financier, ça va également vous permettre d'accroître votre potentiel. Parce que accroître son potentiel, il n'y a qu'une voie, hein, c'est la voie de l'apprentissage. Mais pour ça, il faut arriver à se libérer et à s'autoriser à aller plus loin. Le problème de l'argent, c'est qu'à partir du moment où vous n'en avez pas, ou à partir du moment où vous avez peur de manquer, ben vous vous autorisez pas tout un tas de choses. Et la première chose que vous ne vous autorisez pas, c'est à prendre soin de vous. Alors, soin de vous intellectuellement parlant, soin de vous corporellement parlant, soin de vous en termes de santé. En général, vous gardez cette distance avec vous-même qui fait que vous restez dans l'ego, vous oubliez votre cœur, vous écoutez pas vos intuitions.
Et puis, je vais boire un coup parce que sinon je vais tousser. Donc vous n'écoutez pas, vous ne vous écoutez pas, vous écoutez que les injonctions sociétales et les injonctions externes, et vous continuez d'envisager l'argent comme le Dieu Tout-Puissant. Voilà, donc le changement de paradigme, il va vous apporter cette coupure et puis finalement il va remettre l'argent à sa place de moyen, à votre service, et il va arrêter de vous mettre à son service. Voilà, ce qui va d'un coup, du coup, vous libérer de vos peurs, de vos croyances, et puis vous offrir un regard nouveau sur le monde. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous souhaitez aller plus loin d'un point de vue, j'ai envie de dire théorique, parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va être sur du partage d'expérience, et puis le dernier, je vous parlerai très certainement du sexe et de l'argent, pour terminer le mois de décembre et l'année 2022 en beauté. Donc, si vous souhaitez vraiment aller plus loin sur tout ce qui est psychologie de l'argent, je vous invite, il y a le lien au-dessus, je vous invite à vous procurer l'atelier qu'on a tourné il y a 2 ans, un an et demi, qui concerne justement la manière de devenir ami avec l'argent, c'est-à-dire de renouer, comprendre d'où nous viennent toutes ces peurs, tous ces transferts et de comprendre du coup comment les défaire. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vois que je m'améliore, j'ai fait 35 minutes. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une petite surprise. Et je vous souhaite en attendant une bonne semaine. N'hésitez pas à me faire vos retours sous la vidéo ne serait-ce si vous avez fait le calcul de ce que vous coûte votre vie, de ce que vous coûterait votre rêve et de la prise de conscience qui en a découlé quand vous vous êtes aperçu qu'au final, la somme qu'il vous faudrait pour atteindre votre rêve est beaucoup moins élevée que celle que vous avez imaginée. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et c'est tout. À bientôt. Au revoir.